Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. C'est un service ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Chaque année, 15 millions de Français se rendent aux urgences pour les recevoir. Des médecins, des infirmiers, des aides-soignants ou des ambulanciers. Un service dans lequel le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi. Comment s'organise l'attente? Dans quelles conditions et dans quel climat travaillent celles et ceux qui nous soignent? C'est ce que nous allons voir avec nos invités du jour. Le docteur Sonia Nouvelet, médecin urgentiste. Deux infirmières urgentistes à la Timone, Mélissa Swidi et Pascal Verne, et le professeur Marc Alazia, chef du service des urgences des hôpitaux du centre de Marseille. Alors bonjour à vous quatre. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que tous les hôpitaux de Marseille sont équipés d'un service d'urgence, professeur Alazia? Alors tous les hôpitaux, oui, à la différence près que les hôpitaux sud avaient un service d'urgence jusqu'à les années 2010 et pour des raisons de concentration de moyens, le service a disparu et donc c'est Timone qui sera amené à prendre la relève, qui a déjà un service d'urgence spécialisé, qu'il va l'avoir maintenant plus généraliste d'ici la fin de l'année. Alors, les urgences généralistes sont les urgences de l'hôpital de la Conception. Vous, docteur Nouvelet, vous êtes un médecin urgentiste spécialisé? Oui, en effet, à la Timone, nous recevons surtout les urgences cardiologiques et neurologiques, mais nous accueillons aussi les patients qui peuvent se présenter d'eux-mêmes pour malaise. Mais nous devons soigner en priorité les patients atteints de pathologies graves, cardiaques et neurologiques. Donc souvent des patients régulés par le SAMU ou amenés par les pompiers. C'est ça, ce sont eux qui font ce premier tri, qui vous les envoient? Très souvent, mais de plus en plus, il s'avère que depuis 2010, on voit une augmentation des patients qui arrivent par eux-mêmes, d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu parler d'un service d'urgence à la Timone. Donc il se peut que les patients arrivent pour des spécialités autres que cardiologiques ou neurologiques. Nous devons de les accueillir, de les examiner, et puis on peut les redistribuer vers l'hôpital de la Conception lorsque nous n'avons pas la spécialité à l'hôpital de la Timone. C'est un travail particulier d'être infirmière dans un service comme ça, neurologique, cardiologique? Oui, particulier, oui, effectivement, c'est spécialisé et on a gagné en performance, nous, dans nos pratiques. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins diversifié que des urgences générales comme il y en a à la Conception. L'objectif, c'est d'être très rapide, c'est ce qu'on peut être en étant spécialisé comme ça? Tout à fait. Au fil des années, on a acquis une certaine expertise. On arrive à reconnaître les signes de gravité pour notre spécialité, pour les problèmes cardiologiques, neurologiques. Et ces années aux urgences spécialisées nous ont donné plein d'atouts, plein de bagages pour retourner à la généralité, aux urgences générales du BMT de Timone 2. Voilà, de ce nouveau service d'urgence qui sera mis en place à la mi-novembre. Mais quels sont les patients qui viennent? Alors, ce sont des patients atteints d'AVC, par exemple? Par exemple, des patients atteints d'AVC, des patients qui présentent une douleur thoracique, des patients qui ont aussi des ischémies de membres parce qu'on fait aussi du vasculaire. Voilà, toutes ces spécialités se présentent, donc soit régulées par le centre 15, soit par leurs propres moyens, comme disait le docteur Nouvelet. Alors, professeur Alazia, les urgences de la Conception, donc service d'urgence spécialisé, on parle souvent d'engorgement des urgences. Combien de patients viennent chaque jour? Alors, la Conception, c'est un service d'urgence généralisé, oui. Généralisé. Qui, en fait, a fonction d'accepter tout patient par ses propres moyens. Et évidemment, des patients qui peuvent arriver par aussi des ambulances, mais pas forcément régulés. Donc c'est un service qui a comme activité environ 170 à 180 passages par jour, toutes spécialités confondues, peu de cardio et de neuro, puisque pendant les 4 ans qui viennent de se passer, on avait décidé que ce serait la Timone qui, en attendant l'ouverture de ce grand service, prendrait ces patients-là, compte tenu du plateau technique et des spécialités existantes sur l'hôpital de la Timone qu'on n'avait pas sur Conception. Près de 200 patients par jour, est-ce que c'est un chiffre en augmentation? Alors c'est un chiffre pas forcément en augmentation. On a observé la dernière année là, qui vient de s'écouler, des chiffres stables, peut-être une petite baisse même d'activité sur ce qu'on appelle les patients qui viennent par leurs propres moyens. Mais dans l'ensemble, sur les deux secteurs, les chiffres sont stables et voisinent les 220 passages, les deux structures réunies. On pense qu'à l'ouverture de la Timone 2 mi-novembre, on aura 10 à 20%, peut-être pas 20%, mais 10% de plus d'activité supplémentaire.
on sera pas loin de 250 passages par jour. Alors l'attente est souvent le principal problème décrit par les patients qui viennent aux urgences. Comment est-ce qu'on fait pour faire le tri parmi tous ces patients qui arrivent et par leurs propres moyens et véhiculés par les pompiers ou le SAMU? Alors nous avons une infirmière à l'accueil des urgences qui accueille le patient et l'oriente assez vite dans nos box. Et quand il y a un patient qui se présente et qui a un aspect grave ou que les infirmières ne sentent pas, qui arrive, qui est pâle, en sueur, même par ses propres moyens, on a maintenant quand même beaucoup de patients à la Timone qui arrivent par leurs propres moyens. Tout de suite, nous avons une infirmière qui enregistre le patient, qui l'accueille, qui prend tout de suite les constantes vitales. Et dès qu'entre guillemets, elle ne sent pas le patient, qu'elle sent que ce patient, justement, n'est pas bien, elle vient vite chercher un médecin qui travaille dans les boxes d'urgence. Et le médecin se rend immédiatement disponible pour venir examiner au plus rapidement ces patients et lancer un bilan. Et le prendre en charge. C'est une question de communication, c'est ça? Vous, en tant qu'infirmière, vous alertez le médecin de garde si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout à fait, oui. Après, dès qu'on admet le patient, qu'on décèle des signes de gravité et qui nécessitent une prise en charge rapide et immédiate, on se doit de courir ou téléphoner, se dépêcher de prévenir le médecin senior et se rejoindre dans le lieu le mieux approprié. Oui, c'est ça, Mélissa Swedy, ça va vite aux urgences? C'est ça, ça va vite. Il faut rapidement évaluer la situation. Il faut souvent faire la place parce que les urgences sont déjà pleines. Donc, si on a un patient qui est urgent, qui arrive et que les 2 boxes de déchocage sont occupées, il faut rapidement savoir qui on peut sortir en premier. Des boxes de déchocage dans lesquelles on fait quoi? Là, c'est 2 salles en fait qu'on a nous aux urgences de la Timone qui sont réservées aux urgences vitales, aux urgences les plus graves. Et si on a une 3e urgence grave qui arrive, là, il faut savoir justement, en collaboration avec nos médecins, sortir les patients et qu'ils continuent aussi d'être surveillés dans une autre salle. Donc, faire le tri. Voilà, alors, juste un petit commentaire. On a tendance à penser que les patients qui arrivent par les ambulances rouges sont plus graves que ceux qui arrivent à pied, par leurs propres moyens, taxis, véhicules personnels. En réalité, il y a quelquefois quand même des pièges, c'est-à-dire que les patients qui arrivent par leurs propres moyens sont parfois beaucoup plus graves que ce qu'on imagine, alors que par les pompiers, les marins-pompiers à Marseille, on n'a pas forcément dans les camions des pompiers des patients toujours très graves. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire de les transporter en ambulance, mais on se méfie des spontanés qui arrivent par leurs propres moyens, qui peuvent, sur des douleurs atypiques, sans être passés par le centre 15, qui est un petit peu la clé du système, puisque c'est un médecin régulateur qui orienterait ces patients vers le service des urgences. Ceux-là, par contre, viennent par leurs propres moyens sans avoir été en contact avec le régulateur. On découvre des patients finalement plutôt graves alors que ce n'était pas prévu. Donc il faut faire attention de ne pas associer ambulance à patient grave et véhicule personnel à patient pas grave. Ça peut être parfois des pièges. Et c'est à vous justement de faire ce tri-là quand ils arrivent? Voilà. Alors le tri, il est fait de 2 façons. Il est fait dès le pré-hospitalier, avant l'hôpital, par le premier contact du secouriste, du marin-pompier, voire du médecin du SMUR, qui peut informer le régulateur, le médecin du centre 15, de la situation qui va avoir comme consigne d'amener le patient vers tel et tel service sans passer par les urgences. C'est ce qu'on voit par exemple pour la neurologie, l'AVC que vous citiez. Quand il est jeune et qui vient de se passer, va aller directement sur la table d'angio-scan, d'angio-IRM exactement, parce que le scan c'est un peu dépassé maintenant, et on court-circuite les urgences pour gagner du temps. Pareil pour l'infarctus du myocarde diagnostiqué au domicile. Il va aller directement... On cible tout de suite le bon service concerné pour aller plus vite. Surtout la bonne table de Coronaro au plus près du patient. Donc Marseille est largement équipé à ce niveau. Et on gagne du temps parce que là, le maître mot, c'est le temps passé. Et vous qui avez une vue d'ensemble de tous ces services d'urgence, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui pourraient se passer des urgences, qui ferait mieux d'aller dans une maison médicale, voir leur médecin généraliste? C'est une question qui est débattue, y compris au plan national. Effectivement, les urgences sont engorgées de patients qui, pour un petit nombre, alors moi je dis un petit nombre à Marseille, viennent un peu par excès au service des urgences par défaut de la permanence de soins. Alors on dit en ville parce que bon, ça peut être la nuit, ça peut être le week-end, ça peut être que le service dit de permanence de soins libérale est un peu dépassé par les événements. Donc ces patients viennent à l'hôpital
Parfois, ils auraient pu attendre le lendemain matin ou d'attendre le lundi matin l'ouverture du cabinet du médecin généraliste. Mais en fait, en gros, s'ils viennent à l'hôpital, c'est qu'ils en ont besoin. Donc moi, je défends le principe que l'hôpital qui reçoit ces patients-là joue son rôle pour sécuriser, rassurer, même si la pathologie n'est pas grave. Et avant de poursuivre, alors je vous propose de regarder ce reportage tourné au sein du service des urgences de l'hôpital de la Conception à Marseille. Aux urgences, la prise en charge se fait par ordre de gravité. Un infirmier accueille les patients venus par leurs propres moyens, un autre ceux amenés par les pompiers ou une ambulance. Moi, j'interviens en second plan pour pouvoir réorienter ces patients, des patients qui, par exemple, parfois arrivent de façon alitée, qui ne nécessitent pas forcément une admission à travers le circuit long des urgences et peuvent réorienter vers le circuit court. Une filière qui correspond un peu à une filière de consultation de médecine générale, en fait, de soins de recours, de premier recours, mais pour des patients ambulatoires. Admise aux urgences de la Conception pour des coliques néphrétiques, cette patiente attend ses résultats d'examen. Je suis arrivée il y a peut-être 1 heure ou 2. J'ai été prise en charge de suite parce que je suis arrivée en ambulance et pas par mes propres moyens. Donc le processus n'est pas le même. On est tout de suite mise dans une salle d'examen sur un brancard. Après, c'est selon les cas. Si la personne est plus ou moins en urgence, elle porte plus ou moins longtemps. Tous ne sont pas aussi compréhensifs quand un patient arrivé après eux est soigné en priorité. Les urgences, c'est aussi la gestion de la misère humaine. Gérer la détresse humaine, c'est un mot faible. À titre d'exemple, ce matin, nous devons soigner plusieurs patients sans droit. Un patient qui est sous tutelle, un patient étranger sans droit qui va être géré par un organisme qui s'appelle la PAS à l'hôpital, par des patients isolés. Nous devons gérer vraiment, comme dit mon collègue des urgences de psychiatrie, l'aspect social ou l'isolement est un facteur majeur de consultation aux urgences. Et la violence fait partie du quotidien, verbale ou physique envers le personnel, gratuite ou liée à la pathologie du patient. Professeur Alazia, donc il y a ces patients qui viennent aux urgences, après il faut savoir quoi en faire. C'est le problème majeur actuellement de nos services, c'est en fait de trouver l'aval des urgences, c'est-à-dire les solutions pour coucher les patients. Alors c'est 18 à 20% de nos patients qui restent à l'hôpital, qui nécessitent, si vous voulez, de trouver le bon lit au bon moment pour le bon malade, c'est-à-dire le lit adapté. Il est quand même pas trop souhaitable de faire de l'hébergement dans un service éloigné de la spécialité dont aurait besoin le patient. Et c'est notre problème au quotidien de chercher ces lits, même si des efforts sont faits, y compris par l'administration, pour mettre à notre disposition le plus souvent des lits adaptés. Nous sommes quand même plus sur ce problème-là que sur l'encombrement des patients qui arriveraient donc pour des petits motifs d'urgence que pour finalement des patients qui sont plus graves et qu'on doit coucher. Docteur Nouvelet, cette violence dont on parlait dans le reportage, est-ce que c'est une réalité pour vous, parfois verbale, une violence gratuite? Tout à fait, on la vit au quotidien. Vous avez des patients, mais du fait aussi de l'attente d'un scanner qui peut prendre 3 à 6 heures, va perdre pied et donc va commencer à nous agresser verbalement parce qu'on le met dans une zone d'attente, mais lui, il ne va pas cesser de nous voir. On va passer sans arrêt devant lui et il va s'étonner qu'on ne lui adresse plus la parole, qu'on ne prenne pas en charge. Voilà. Donc l'agression, elle est tout d'abord verbale souvent et puis très rapidement, elle peut être physique. Donc heureusement, là, on est une équipe. Quand on sent qu'un patient monte en pression, on est plusieurs, on essaye de le calmer, de le soulager, de lui donner un repas s'il peut prendre un repas. Et en cas d'agression plus sévère, on peut faire appel à un vigile qui est présent 24 heures sur 24 à l'hôpital et qui peut venir aussi consolider l'équipe et essayer de rassurer le patient s'il le faut. Pascal Verne, c'est aussi votre quotidien, une violence peut-être du patient, mais de la famille qui l'accompagne aussi? Tout à fait. On a la chance d'avoir eu la mise en place de médiatrices au sein des urgences de la Timone. Donc ce sont des personnes qui ont pour rôle de faire le lien entre justement la salle d'attente et l'intérieur des urgences. Ce sont des adjoints de sécurité ou non, bien pas du tout, du personnel soignant, médical? Oui, voilà, soignant, qui justement voilà, est là pour donner des informations aux familles sur ce qui se passe à l'intérieur concernant leurs proches, éventuellement les faire rentrer quand c'est possible, quand les soins sont terminés.
Et c'est vrai que nous, on ressent une nette différence quand elles sont présentes ou elles ne le sont pas, car c'est difficile pour nous de gérer l'intérieur, de gérer les familles. C'est vrai qu'il suffit parfois de quelques phrases pour rassurer, mettre en confiance, juste expliquer ce qui va être fait. Et bon, c'est sûr qu'on comprend les débordements si on était à leur place. Oui, Mélissa Swidi, c'est quelque chose que vous confirmez, que vous vivez également? Oui, tout à fait. Quand on est par exemple infirmière à l'accueil, on doit gérer notre patient, on doit gérer tout ce qui se passe dans les urgences. Même si on arrive à faire, à l'arrivée du patient, à expliquer aux familles comment va se passer le processus, combien de temps il faut attendre à peu près pour avoir des premières informations, c'est important qu'on ait une collègue qui soit détachée en salle d'attente pour continuer de donner les informations et faire remarquer aux familles que les patients ne sont pas oubliés. Alors un chiffre, on déplore en moyenne 11 000 incidents de violence chaque année dans les hôpitaux français. Un chiffre qui fait réagir, c'est beaucoup? Alors c'est un chiffre important. On vit un peu chroniquement dans la violence verbale, des fois elle est physique. Tous les événements ne sont pas déclarés. Bon, on insiste auprès de nos personnels pour qu'effectivement, désormais, aidés en cela par d'ailleurs les directions de site, mais également par la police et la justice, puisqu'on a signé nos conventions, pour que tous les événements anormaux de violence soient déclarés. Mais c'est signalés rapidement. C'est vrai. Et des fois dans l'anonymat, pour que la personne qui a été agressée, qui est soignante, qui était dans son exercice, ne subissent pas certains préjudices dès lors qu'elle quitterait son travail. Par contre, nous avons été quand même confrontés l'année dernière à certaines agressions inhabituelles, c'est-à-dire qu'en plein été, on a eu, alors que les urgences étaient calmes, il était 4h ou 5h du matin, l'agression d'un patient qui était victime lui-même d'une agression en ville, mais qui avait réglé aussi son compte à un autre de ses amis. Oui, oui, vous êtes en première ligne pour les règlements de compte. Qui est venu, si vous voulez, blesser un infirmier parce qu'il ne voulait pas donner sa carte d'identité ni sa carte vitale. Donc en fait, parfois, alors qu'on ne peut pas le prévoir, on a une agression spontanée, comme on l'aurait d'ailleurs dans un lieu public. Et l'hôpital n'est plus un sanctuaire. C'est un hôpital ouvert à tout le monde. Et finalement, tout est permis, malheureusement. Et ça nous a fait réfléchir au rôle de l'hôpital qui était un petit peu sacré. Désormais, je veux dire, les caméras sont installées dans les salles d'attente, oui. Les vigiles sont présents et surtout, la police, qu'elle soit nationale ou municipale, peut arriver dans les plus brefs délais pour renforcer nos équipes soignantes, des fois d'abord féminines, la plupart du temps dominantes. Vous avez un numéro privilégié pour les contacter ou un bouton un numéro, absolument, pour venir seconder et faire, j'allais dire, les premiers gestes pour séparer les personnes dans une salle d'attente, des bandes rivales. Donc on a quand même, si on a par rapport aux chiffres que vous donnez, cette tendance-là nationale, dans le sud, mais c'est vrai aussi dans le nord de la France, on a de temps en temps des agressions qu'on n'a jamais rencontrées jusqu'alors. Avec des patients atteints par balle qui arrivent aussi dans vos services, est-ce que vous pensez qu'il faudrait mieux former le personnel, peut-être par le biais de stages? Alors, ces stages sont proposés là depuis 2 ans, justement, depuis les fortes agressions. Effectivement, ça nous aide à mieux prendre en charge le patient. On a appris à avoir une certaine patience, à ne pas monter le ton. Donc là, ça nous a bien aidé. Mais souvent, ces patients par balle, ils sont rapidement pris en charge. Donc eux-mêmes sont... C'est aux vigiles qui arrêtent l'arrivée de leurs amis à l'arrivée de la porte de l'hôpital. Nous, à l'intérieur des urgences, on est vite et rapidement sécurisés, heureusement. Qui sont les patients reçus? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui viennent dans les services? Oui, c'est sûr que la population est vieillissante. Donc, de par ce fait, dans les urgences également, la population est de plus en plus âgée. Avec des pathologies souvent différentes qui se mélangent chez un patient qui peut venir par exemple dans le cadre d'une chute. Tout à fait, donc on a des patients qui sont, comme on a dit, assez âgés. On reçoit beaucoup de patients de 90 ans, voire plus, de plus en plus, qui sont donc polypathologiques, qui arrivent pour une chute où après on découvre que c'est des patients qui ont des gros antécédents, qu'il faut vraiment surveiller et ensuite donc trouver des places d'hospitalisation pour ces patients qui ne pourront pas retourner à domicile.
Oui, c'est ça, c'est un vrai problème de traiter ces cas-là. C'est un problème qui est en augmentation. Il y a une dizaine d'années, on était à 20% de ces patients-là depuis 75 ans. On n'est pas loin de 30-35 par moment, avec des phénomènes un peu saisonniers également. La grippe qui touche les personnes âgées, mais les coups de chaleur qui atteignent aussi les personnes âgées à certains moments de l'été. Donc, qui sont traditionnellement des pics d'urgence. Oui, mais en fait, c'est des pics d'urgence, comme vous le signalez, mais c'est un peu tout le temps. Et c'est de plus en plus, et on voit aussi le week-end, ou en tout cas la veille du week-end, des patients âgés qui viennent amenés par leur famille pour des raisons un peu plus sociales que médicales. Donc on est quand même confronté incontestablement à cette augmentation de patients âgés pour lesquels il faut trouver des solutions. Et dans l'urgence, ce n'est pas forcément les meilleures solutions. Parce que c'est quand même des patients qui doivent rester au contact de leur famille, qui ne doivent pas être dépaysés. Et il faut vraiment qu'ils soient très malades pour qu'on les garde. Le retour à domicile est possible, renforcé par des hospitalisations à domicile, renforcé par le médecin traitant, mais parfois ils sont tellement graves qu'il faut les garder en institution. Et c'est le début de la fin, si je peux dire, parce qu'en fait, à partir de ces épisodes de décompensation successives, après ils ne rentrent plus chez eux, ou très, très peu souvent. Et les urgences aussi, c'est un peu une gestion de la misère humaine. Il y a des patients atteints de troubles psychiatriques qui viennent, des patients alcoolisés. Oui. Ben voilà, ça reflète un petit peu le chômage. Enfin, nous avons beaucoup de patients qui tombent à la rue très rapidement, qui n'ont pas de famille qui peut forcément les accueillir. Et donc, effectivement, ils sont victimes de malaise sur la voie publique. Et qui dit malaise dit arriver aux urgences. Et là, souvent, voilà, on est confrontés. Et ces gens-là peuvent être souvent très gravement malades, avoir une pathologie type infarctus qu'il faudra prendre en charge. Et c'est parfois difficile parce qu'ils refusent les soins. Donc, il faut savoir les convaincre, faire preuve de beaucoup de patience, de gentillesse, d'humanité. Mais on est un petit peu leur seconde famille, parce qu'on a nos habitués et on a quand même plaisir à les retrouver et à savoir qu'ils vont toujours bien. Oui, c'est là qu'intervient peut-être la collaboration entre les équipes, le fait de bien se connaître quand on travaille ensemble, ça aide. Oui, ça repose sur la confiance mutuelle, que ce soit entre infirmiers, que ce soit entre personnel paramédical, personnel médical, que tout le monde se fasse confiance, qu'on travaille dans de bonnes conditions, dans la bonne humeur. C'est un métier qui n'est pas évident. Si on peut le faire tous avec le sourire et dans de bonnes conditions, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est une notion très importante que vient de dire Pascal. Aujourd'hui, un service d'urgence, c'est d'abord une équipe. Ça commence par le brancardage, les soignantes et bien sûr les infirmières et les médecins, mais au-delà, c'est l'ensemble des personnels, j'allais dire, à la disposition du patient. Et dès qu'il y a un petit maillon de la chaîne qui est cassé, on voit très bien que les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il faut arriver à être performant à toute heure du jour et de la nuit, puisqu'un service d'urgence est ouvert 24 heures sur 24. Tout à fait, c'est pour ça que le travail d'équipe, c'est primordial, parce qu'on doit pouvoir, à certains moments, se reposer sur nos collègues, et on doit pouvoir aussi réussir à dédramatiser certaines situations, à discuter, voilà, parce qu'on rencontre souvent, quotidiennement, des situations très dures. Et les urgences sont souvent mises en scène, on ne compte plus les feuilletons qui sont diffusés à la télévision. Est-ce que ça contribue, selon vous, à véhiculer peut-être une image positive des urgences, à montrer le travail des équipes ? Des derniers reportages que j'ai pu voir, oui, ça colle pas trop mal à la réalité. Après, les reportages et séries, voilà. Ouais. Ça a eu même tendance à déclencher certaines vocations parmi les jeunes médecins. Les plus jeunes pensant que les urgences qu'on voyait aux États-Unis ressemblaient peut-être à celles de la France. Et effectivement, il y a des points communs, même si évidemment les moyens sont différents. Je crois que c'était plutôt une image positive ces dernières années de voir ces feuilletons qui ressemblent, qui étaient pas mal faits d'ailleurs, qui ressemblent assez bien à la vie de ce qu'on vit. Mais je crois que notre spécialité, puisque c'est devenu ou ça va devenir une spécialité, cette médecine d'urgence, elle a énormément d'attrait compte tenu de la polyvalence de ses fonctions. C'est-à-dire, on parlait de la cardio, de la neuro, mais habituellement, il faut tout savoir faire. Il faut savoir mettre des points, il faut savoir réduire des fractures, il faut faire des plâtres, il faut savoir diagnostiquer des patients graves. Et donc, en fait, cette polyvalence attire beaucoup les médecins et aussi les infirmières, compte tenu de la variété des patients reçus.
Docteur Nouvelet, on le disait, beaucoup de situations inédites. Est-ce que vous, il y a une anecdote, un fait marquant plus qu'un autre? Voilà, comme situation inédite, une fois on a une jeune fille de 16 ans qui s'est présentée pour douleur abdominale. On s'est absenté 10 minutes pour dîner et en revenant, elle a couché dans un de nos box. Alors effectivement, on n'était pas préparé à cette situation, mais il faut faire face. On a appris au cours de nos études à faire des accouchements, mais il y a eu un petit moment de stress quand même parmi nous, mais ça s'est bien passé et la mère et l'enfant allaient bien. Bon, bien aujourd'hui, vous, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a le plus marqué qu'une autre? Oui, une histoire drôle d'un patient alcoolisé qui est arrivé récemment avec un escarpin tout neuf et qui cherchait sa dulcinée parmi le personnel des urgences. Chercher l'amour aux urgences, pourquoi pas? De votre côté, est-ce qu'il y a aussi un fait marquant dans ce service des urgences de la Timone? Non, moi j'ai pas d'histoire en particulier. Il y en a plein qui me viennent en tête, mais là de suite j'ai pas Toujours des parcours de vie différents, professeur Alazia? Pour les patients, vous voulez dire? Pour les patients, oui, qui viennent vous voir. Oui, évidemment, mais c'est un reflet de la société. Quand la société se dégrade, elle se dégrade aussi aux urgences. Et quand elle se stabilise, on a moins de patients aux urgences. Enfin, c'est très dépendant de ce qui se passe dans la rue. Et vous lisez les journaux, ça vous donne une petite impression de ce qui peut se passer dans un service d'urgence. C'est exactement le reflet de la rue. La crise est très liée, selon vous? Pardon? Quand il y a une situation de crise dans un pays, il y a plus de patients qui s'orientent vers les urgences, selon vous? Sur le plan économique, c'est difficile de le dire avec beaucoup de preuves, mais on a quand même tendance à penser que si on a tant de monde qui nous rencontre aux urgences, et pas forcément pour des choses graves, c'est aussi parce qu'il n'y a pas les moyens forcément d'aller voir le médecin en ville. Alors je le dis avec beaucoup de précautions oratoires, mais on sent quand même que la situation financière de nos comment dirais-je, malades, c'est peut-être un peu dégradé et que la fréquentation des urgences est un moyen, puisqu'ils ne font pas d'avance, de pallier à cette difficulté. Tout est connecté. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé. Et je rappelle que vous pouvez retrouver tous nos magazines sur notre site internet lcm.fr.